Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by FedLégal, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez FedLégal depuis plus de 10 ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalités du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat. Alors bonne écoute et à tout de suite. Aujourd'hui, je reçois Tony Védy, qui est directeur juridique des opérations du groupe Carrefour. Bonjour Tony. Bonjour Romain. Merci à toi d'être là. Je suis ravi d'être avec toi ce matin. Écoute, je suis ravi également parce que tu es le premier directeur juridique à venir enregistrer dans nos locaux. Et en plus, comme on se connaît depuis un petit moment, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Du coup, première question Tony, la question que je pose à tous mes invités, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'aime le sport, je cours plusieurs fois par semaine, je joue au tennis et puis je m'essaie depuis quelques années au surf. D'accord. Autrement, j'aime voyager. J'aime le cinéma, j'ai un peu de retard avec le confinement à rattraper et j'aime le bassin d'Arcachon. D'accord. Est-ce que c'est sur le bassin d'Arcachon que tu vas faire du surf ? Effectivement, c'est là-bas que je vais essayer de prendre des vagues. Ok, super. Concernant, ça c'est du personnel. Ça c'est plutôt perso. Concernant, et c'est à mon avis plutôt ça qui t'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les entrepreneurs. Quand on est entrepreneur, je pense qu'on est avant tout un technicien. Alors ici, on parle de l'entrepreneuriat du droit, tu vois. Donc on est un technicien du droit, tu vas nous expliquer ce que tu fais, mais on est surtout un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vie complète. Donc ça fait partie de la vie de ta vie d'entrepreneur et donc c'est tout aussi intéressant. Non, mais tout à fait. Donc concernant mon parcours professionnel, j'ai fait des études assez classiques, en fait, de droit, une maîtrise de droit privé, un DESS de droit des affaires. Formation universitaire que j'ai complétée il y a quelques années. D'accord. Avec un master en management à l'IMD de Lausanne. Okay. Quand on me demande de me présenter professionnellement, j'aime bien me définir comme un professionnel du droit, dont la mission en fait est composée de 3 fonctions, 3 piliers bien distincts, mais qui sont interdépendants et complémentaires. Okay. Évidemment, je suis avant toute chose le directeur juridique des opérations du groupe Carrefour et à ce titre, je gère pour toutes les activités du groupe des problématiques liées au droit de la concurrence, de la consommation, du contrat, au droit de la distribution et notamment de la franchise, de l'informatique, de la logistique, du transport, la propriété intellectuelle et les contentieux. Le spectre est large, mais il est vraiment passionnant. Ouais, un spectre très complet et moi je vois à peu près de quoi tu parles parce que personnellement j'ai fait un master de droit de la distribution que j'ai eu à l'université de Lille 2 et pour la petite histoire, mais je pense que je te l'avais déjà dit, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Carrefour. Alors à l'époque vous n'étiez pas à Massy mais c'était encore à Bondoufle. À Évry dans le 91 et j'étais dans le service de Liliane Zonta, contrat concurrence consommation. Exactement. Liliane que j'ai remplacée quand je suis arrivé à Carrefour en 2005. Voilà, c'est ça. Donc je vois bien le scope et effectivement c'est un scope qui est passionnant. Alors évidemment pour traiter ces sujets aussi vastes et dans un groupe aussi dense que Carrefour, je suis pas tout seul. Bien sûr. Et j'ai une formidable équipe d'une 50aine de collaborateurs qui œuvrent avec moi sur ces différents sujets. Ok. Ça, c'est ma première fonction. D'accord. Qui est évidemment la plus importante. Mais j'assure aussi une mission de médiateur interne des relations commerciales agricoles pour Carrefour. D'accord. Donc ça j'ai débuté cette fonction il y a 5-6 ans sous l'égide de Francis Amand, je ne sais pas si tu le connais, qui est le médiateur institutionnel des relations commerciales agricoles au ministère de l'Agriculture. Et en fait, cette mission, elle consiste à être un facilitateur et tenter de faire émerger des solutions amiables quand il y a un litige qui intervient entre Carrefour et l'un de ses fournisseurs. D'accord. On est avant le contentieux. Donc on est sur l'alimentaire. On est essentiellement sur l'alimentaire, même si on ne s'interdit pas de traiter également de la médiation sur le monde alimentaire.
Okay. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler mais, au cours de cet entretien, mais moi je crois énormément aux bienfaits et à l'efficacité des modes alternatifs de résolution des litiges qui se développent de plus en plus en France. Chez Carrefour, nous on a pris le virage assez rapidement et mis en place en fait des clauses de médiation dans l'ensemble de nos contrats dès 2009 et franchement c'est extrêmement vertueux. D'accord. Des clauses de médiation qui sont dans les contrats donc d'achat avec dans tous les contrats. D'accord. Quelle que soit la nature. Donc avant toute chose, s'il y a un conflit, d'abord une médiation. Et éventuellement, si cette médiation n'aboutit pas à un contentieux. C'est même un triptyque, une conciliation, une médiation et le recours soit à l'arbitrage en fonction des contrats, soit aux juridictions étatiques. D'accord, ok. Donc ça vous évite un engorgement de contentieux, j'imagine. Ouais, et puis le résultat est très positif. On voit que la médiation, il y a beaucoup d'avocats d'ailleurs qui deviennent médiateurs en parallèle de leur mission. Métier, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et puis troisième facette que j'adore, qui est complètement différente, mais tellement complémentaire. Je suis chargé d'enseignement au Master 2 de Nanterre, juriste européen, où j'enseigne les pratiques restrictives de concurrence. D'accord. Okay, donc en fait là, t'es vraiment sur trois fonctions qui sont sur le papier différentes, complémentaires, mais vraiment interdépendantes parce que ma fonction de directeur juridique nécessite donc une certaine technicité, une certaine expertise. Celle de médiateur m'oblige plutôt à composer et à essayer de réconcilier des points de vue contradictoires. Et celle de chargé d'enseignement m'astreint à être pédagogue et à adapter mon discours. Donc j'imagine que les trois sont interdépendantes les unes des autres et se nourrissent les unes des autres d'ailleurs, parce que comme tu l'as dit, quand tu agis en tant que médiateur, ça nourrit ta réflexion sur tes contrats. Exactement. Et ça nourrit ta réflexion aussi certainement sur tes cours avec tes étudiants. Ouais. Donc je vois bien, c'est super. Et puis du coup, ça doit faire des journées quand même bien chargées. On va parler des journées type après, tu me diras comment tu t'organises. Tony, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast, L'Entrepreneur du droit ? Parce que tu me l'as déjà gentiment demandé. C'est vrai. C'est vrai. Et puis ça fait à peu près, je crois, 20 ans qu'on se connaît et je te fais confiance. Ça, c'est un élément important pour moi. Merci. Par curiosité. Ensuite, parce que je trouve l'expérience novatrice et originale. Et l'innovation, là aussi, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais l'innovation et la créativité, c'est pour moi un élément clé de la fonction juridique. Et on ne peut pas être un bon juriste si on ne cherche pas à proposer de nouveaux modèles, si on n'est pas curieux. Donc, je trouve que ça va vraiment dans le sens de ce que je considère être la fonction juridique. Et puis, j'ai également accepté de participer à ce podcast car beaucoup d'étudiants ou de jeunes juristes me posent parfois des questions sur mon parcours et ma pratique du droit et je trouvais que c'était un forum adapté pour en parler. Écoute, merci. C'est vrai que le podcast est un média un peu jeune encore et pas forcément connu de tous, mais qui participe, je pense, à la diffusion d'informations intéressantes. Et puis, c'est un média qui est très ancré dans les jeunes générations. Toi et moi, on est plutôt derrière la quarantaine, enfin moi bientôt. Et je pense que la plupart des gens qui écoutent des podcasts sont plutôt entre 20 et 30 ans. Donc nous, l'idée, quand moi j'ai proposé ce podcast à mes patrons, c'était vraiment de dire, voilà, on a des gens qui nous connaissent, que ce soit des candidats, mais même des clients, qui peuvent être intéressés par le fait d'écouter le parcours d'entrepreneur du droit, parce que nous, on passe nos journées à écouter des candidats parce qu'on les recrute dans le cadre de process de recrutement. Et en fait, il y a des parcours super intéressants, super inspirants, et tu te dis, en fait, je peux pas les garder juste pour moi, il faut que je les fasse partager à des jeunes étudiants. Moi, l'idée de base, c'était quand même de les partager à des étudiants qui demain se disent, je veux devenir directeur juridique, je veux devenir avocat fiscaliste, je veux devenir notaire, etc. Et en fait, de faire parler des gens dont c'est le métier. Et puis en plus, bien souvent, comme toi, c'est quand même souvent aussi des gens qui enseignent. Je trouve ça très intéressant. Et je trouve que l'exercice et le média est plutôt sympa, parce qu'en plus, on est là, on discute. On n'est pas non plus dans un cadre trop formel. Donc, c'est assez sympa. Non, c'est idéal. Et c'est vrai qu'en préparant un tout petit peu ce podcast, je me disais qu'il n'y avait pas de modèle identique sur le marché. On connaît
peu les parcours de tel avocat, Exactement. de tel directeur juridique. Donc je trouve que c'est assez intéressant et ça peut donner quelques clés à des jeunes juristes, voire même à des moins jeunes qui peuvent s'interroger. Alors Tony, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé justement au poste que tu occupes aujourd'hui, donc de directeur juridique des opérations du groupe Carrefour? En fait, quand je fais aujourd'hui un arrêt sur l'image de mon parcours, je me dis que les choses se sont enchaînées à une vitesse folle. Ouais. J'ai commencé ma carrière, alors ça commence à dater, en 1997, Oui. comme juriste en droit de la consommation dans le secteur de la vente par correspondance dans une société qui s'appelait Quell. D'accord. À Orléans, les catalogues Quell. Je parle au passé de cette société qui n'existe plus, comme beaucoup d'entreprises de VPC, parce qu'elle n'a pas su prendre le virage dans les années 2000 de l'Internet, D'accord. alors qu'elle avait pourtant tous les attributs pour le faire. Ça aussi, c'est un bon enseignement, Ouais. de jamais se reposer sur ses lauriers, Ah oui. parce que c'est une entreprise qui faisait 2 voire 3 milliards de francs à l'époque de chiffre d'affaires, donc c'était une grosse entreprise qui en quelques années a été balayée de la carte. C'est assez impressionnant. Donc je suis resté à peu près 1 an là-bas en tant que juriste, consommation, réglementation, produits. Je suis parti faire mon service militaire. Tu vois, c'est là où on voit qu'on a un décalage d'âge quand même, toi et moi. Et j'ai ensuite très rapidement intégré la direction juridique de la Centrale nationale de Système U pour en prendre la tête en 2001. Ouais. Système U, donc c'est les hypermarchés U. Voilà. Hyper, super et marché. Hyper, super, marché U, U Express. Donc là, tu mets un pied dans la grande distrie à ce moment-là. Voilà. Et donc, j'avais déjà une vision du commerce à travers la vente par correspondance. Et je mets un vrai pied, au sein de la distribution du retail alimentaire à ce moment-là. Okay. Et puis en 2005, Carrefour France m'approche pour me proposer de manager sa direction juridique commerciale, droit économique, enfin on l'appelle comme on veut. Et j'avoue qu'à l'époque, j'ai vraiment beaucoup hésité car j'avais pas tout fini de ce que je voulais faire là-bas. Serge Papin, patron emblématique de l'enseigne, venait d'arriver. Il insufflait une dynamique très intéressante, folle, avec des perspectives. Et j'avoue que je me suis posé beaucoup de questions pour savoir si c'était le bon moment de partir. J'imagine que dans ta pratique du quotidien, c'est des questions qu'on te pose souvent également. Ouais, nous, on n'a pas les réponses. C'est ce que je dis souvent. Nous, on est là pour vous accompagner dans votre carrière à faire les choix que vous jugez être les meilleurs pour vous, mais on ne sera jamais là pour vous dire vous devez y aller ou vous ne devez pas y aller. C'est à vous de le sentir. Après, c'est sûr qu'on a des convictions et donc... moi, quand j'ai la conviction que la personne a une proposition intéressante, qu'il faut la saisir, je leur dis. Et quand ils le font pas, je leur dis que c'est dommage. J'ai eu l'exemple il y a pas longtemps, justement, là, d'une jeune femme très très bien qui travaille dans un grand groupe bancaire, dans une de leurs filiales en crédit à la consommation. Une fille qui est super, qui a été avocate, qui a une très très bonne connaissance de toute la réglementation liée au crédit à la conso, au surendettement, et puis au parcours client avec notamment les nouveaux modes de souscription de tous ces produits bancaires en fait. Et donc je lui propose un poste où elle devait prendre la direction juridique d'un petit département dans une direction juridique. Et elle me dit, je sens que le poste est trop haut pour moi. Et je lui dis, mais en fait, je peux pas vous forcer parce que c'est vous qui le sentez, mais je trouve ça dommage parce que là, il y a un train, vous pouvez monter dedans et vous montez pas dedans. Et en fait, vous allez voir le train passer et peut-être que dans 1 an ou 2, vous allez voir des gens plus jeunes que vous arriver et devenir vos managers. Parce que c'est ce qui va se passer parce qu'elle arrive à un niveau de sa carrière, tu vois, où je lui ai dit, c'est maintenant. Et en fait, je lui ai dit, mais si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Moi, je vous force pas la main et encore une fois, mais ça doit susciter chez vous une réflexion profonde sur qu'est-ce que vous voulez pour les années à venir. Est-ce que vous voulez rester dans un poste de technicien et de senior? Et à ce moment-là, il faudra accepter le fait qu'il y ait des gens moins expérimentés que vous qui, eux, sont ambitieux et vont vouloir prendre des postes comme celui que je vous propose aujourd'hui. Et vous serez managé par ces gens-là. Ou est-ce que vous voulez justement devenir ces personnes-là et dans ces cas-là, faire un travail sur vous-même pour
pour devenir manager. Ça s'apprend pas, mais vous pouvez le devenir, faire des formations, gagner en confiance, prise de parole, enfin tout ce qui fait que tu manages en fait. Et elle m'a dit merci en tout cas parce que ça m'a ouvert les yeux sur sur des choses auxquelles je n'avais toujours pas réfléchi et je vais y réfléchir pour mon futur poste. Donc tu vois, je vois très bien ce que tu dis. Ouais, bien sûr, non, et ce sont des choix d'ailleurs très personnels. Hein, exactement. Très personnels. En tout cas, donc je suis en 2005. On me propose ce poste. Je me pose beaucoup de questions et puis très vite. Tu te dis, quand tu as 32 ans, que tu es un spécialiste du droit de la concurrence et de la consommation, que tu peux difficilement refuser le challenge qui s'offre à toi d'intégrer l'un des leaders mondiaux de la distribution. J'ai donc fait le saut, le grand saut. Okay. C'était un grand saut. Et donc, tu y es toujours, tu vois. Ça fait. Alors, honnêtement, je me suis dit à l'époque qu'une expérience de 3 ou 4 ans dans un groupe international comme Carrefour serait nécessairement intéressant et enrichissant pour la suite de ma carrière. Et effectivement, ça fait quasiment 16 ans maintenant que je suis là-bas. Et très, très, très honnêtement, je n'ai pas vu le temps passer. C'est passionnant. D'accord, ok. J'en doute pas, puisque si tu y es encore et que tu t'y épanouis, c'est que j'imagine que le temps passe vite et que tu as tellement de choses à faire et que ça te nourrit intellectuellement et professionnellement. Non, mais ça, c'est riche aussi parce que, tu sais, tu as beau te dire, tu as un plan de carrière, tu t'aperçois qu'au final, ce que tu as pu imaginer à un instant T sera pas la réalité 1 an, 2 ans après. Jamais j'aurais parié 1 euro sur le fait que je reste autant de temps dans un grand groupe comme celui-ci. Mais c'est parce que tu as pu évoluer dans ce groupe à plusieurs étapes, j'imagine. C'est pour ça que tu y es toujours. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, Tony, quelles ont été les plus grandes difficultés s'il y en a eu d'ailleurs, des difficultés, et si oui, lesquelles pour arriver au poste que tu occupes aujourd'hui ? Oui, il y en a eu, bien sûr. À la réflexion, en fait, la partie technique de ma fonction, c'est pas la plus difficile, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Avec beaucoup de travail. Moi, je travaille beaucoup, on y reviendra aussi, et je pense qu'il n'y a pas de miracle sur le sujet. Beaucoup de travail, une bonne organisation, de l'énergie, de la résilience. Tout ça fait au final que la partie technique, c'est pas la plus compliquée. La partie la moins aisée, la moins simple, en tout cas au début, pour moi, c'est celle qui concerne la gestion des hommes et des femmes. Le management, tout simplement, parce que ça, tu l'apprends nulle part. Ça, tu l'apprends nulle part. Donc, faut trouver ton organisation optimale, faut bien t'entourer, faut trouver ton bon positionnement en tant que manager, ton style également en interne, tant vis-à-vis de tes collaborateurs, mais également vis-à-vis de tes patrons, tes clients internes. Et puis, quand tu es plus jeune, ce qui n'est pas le plus évident, accepter un peu de lâcher prise, déléguer, faire confiance, tout en contrôlant. Donc, je dirais que c'est peut-être cette partie-là qui a été la plus compliquée pour moi. Et puis, au fur et à mesure, en avançant, tu t'aperçois que tout ça s'apprend, s'acquiert, devient de plus en plus naturel et un peu intuitif, et que les choses se font effectivement naturellement. Ok, je vois bien, parce qu'effectivement, quand on est juriste, souvent on va considérer que la technique, c'est le point de difficulté majeur. Et ça peut être un peu un réflexe de technicien du droit, comme un avocat ou un autre technicien du droit qui va être confronté à une problématique juridique particulière, complexe, peut-être même nouvelle, et donc il n'y a pas de réponse prédestinée, il faut se creuser les méninges, il faut chercher. Mais quand on dirige effectivement un département juridique, c'est pas dans la technique, comme tu dis, que tu as trouvé le plus de difficultés, mais plutôt dans la gestion des hommes. Et je le comprends parce que c'est pas évident, parce que nous-mêmes, moi je suis chasseur de tête, donc je fais du recrutement, donc on a affaire à de l'humain, et l'humain, c'est pas évident. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et voilà, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et on a parfois des convictions, mais on a rarement des certitudes à 200% sur les gens. Les gens sont ce qu'ils sont, ils changent d'avis, ils évoluent. Et bon, après, il y a des gens... Tu travailles avec des collaborateurs de longue date, j'en connais quelques-uns. J'imagine en qui tu as toute confiance. Et ça, c'est aussi important quand on dirige des équipes. Mais c'est fondamental. Je vois bien ce que tu dis sur le fait que c'est le point le plus difficile. Alors, je sous-estime pas, évidemment, la partie technique et la complexité, mais je dis que
c'est sûrement la partie qui surmonte le plus facilement, parce que tu peux être entouré, tu peux prendre des conseils, tu peux. L'humain, il y a un truc un peu intuitif, quoi. Exactement, ouais, on est d'accord. Est-ce qu'il y a un échec, Tony, qui t'a marqué, notamment parce qu'il t'a appris ? Tu sais, en près de 25 ans de carrière maintenant, je peux te dire que des échecs, évidemment, j'en ai eu, et des erreurs, j'en ai évidemment commises tout plein. Je pense qu'on n'aurait d'ailleurs pas assez de cet entretien pour que j'énumère tous les échecs ou les erreurs que j'ai pu avoir. C'est un peu un truc d'entrepreneur, ça. Enfin, moi, j'aime bien un peu tout ce qui est motivation par rapport à l'entrepreneuriat, et je regarde un petit peu des citations, où je lis parfois certaines choses que je trouve assez intéressantes, et je trouve qu'il n'y a pas de gens qui entreprennent s'il n'y a pas de parcours où tu t'es cassé la figure, quoi, où tu t'es relevé, où tu as fait des erreurs, où tu as appris de tes erreurs et tu t'es amélioré. Et en fait, en ayant créé, entrepris des choses, et en t'étant parfois trompé, ou en ayant des échecs, mais en fait tu t'améliores. Exactement. Moi, des erreurs, j'en ai fait dans des dossiers. J'ai pris des mauvaises options sur la durée. J'ai fait des erreurs de management. Mais comme tu le dis, moi, je pense que la véritable question est plutôt de comment tu te nourris de tout ça. Ouais. Comment tu utilises ces expériences qui sont parfois traumatisantes, c'est un bien grand mot, mais qui peuvent être un peu perturbantes. Comment tu l'utilises pour que ça se reproduise pas. Ça, c'est le premier point. Pour progresser. Et pour améliorer ta pratique. D'accord. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il a jamais connu d'échec et qui fait pas d'erreur, déjà, j'ai moyennement confiance, objectivement. Ouais, je vois bien. Parce que, alors, soit c'est vrai, mais ça induit pour moi que je suis en face de quelqu'un qui prend pas beaucoup de risques, qui s'expose pas, qui va pas prendre parti, et ce type de profil, pour moi aujourd'hui, c'est à l'opposé de ce que l'on doit attendre d'un juriste, en tout cas en entreprise. Ouais. Donc effectivement, je pense que c'est pas encore ancré dans la culture, mais faut pas en faire trop non plus. Mais des erreurs, des erreurs, ça fait partie de ton expérience. Et alors, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Et en plus, pour nos auditeurs qui connaîtraient pas Tony et qui le découvriraient aujourd'hui via ce podcast, moi, je travaille avec Tony de temps en temps, puisqu'on a fait quelques recrutements ensemble. Et je sais, parce que j'ai des candidats qui ont fait des entretiens avec lui, qu'il a un style d'entretien qui est parfois déroutant pour les candidats. Et moi, des candidats me disent parfois « Ah ouais, mais alors là, il m'a posé une question, je me suis planté, je sais pas si ça va le faire et tout. » Et je leur dis souvent « Mais ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Ce que recherche Tony, c'est de la sincérité avant toute chose. C'est de l'authenticité dans votre candidature. Si vous arrivez avec un discours qui est trop prémâché, qui est trop préparé, qui ne ressent pas la personne derrière, il va pas aimer. Exactement. Lui, ce qu'il veut, c'est des humains. Il veut sentir la faille humaine, parce qu'on a tous des failles. Et peu importe s'il a senti que vous êtes un bosseur, que vous êtes quelqu'un de franc, d'honnête, vous pouvez pas te connaître tout sur tout, c'est sûr, mais qu'il a senti cette sincérité à l'entretien, et croyez-moi, l'entretien se sera bien passé. Par contre, si vous pensez avoir répondu à toutes les questions de façon très bien, mais qu'il n'y a pas eu d'échange, en fait, l'entretien peut être mauvais. Exactement. Voilà, tu as donné toutes mes clés. Voilà. Donc, et c'est marrant parce que les candidats, parfois, sont hyper en confiance, en disant « Ouais, c'est bon, toutes les questions, je savais tout. » Ouais, d'accord, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses ? Est-ce qu'il y a eu un peu d'échange, de sourire ? Est-ce que vous avez rigolé ? Est-ce que vous avez digressé ? Et quand il n'y a rien de tout ça, je leur dis « Ah, je suis pas sûr que lui, il est tant apprécié que ça. » Donc, voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Non, mais tu vois juste. Tu vois juste. On en parlera aussi, je pense, tout à l'heure. Mais je t'expliquerai un peu le profil de juriste que je cherche. D'accord. En détail. Okay. Alors après, pour en terminer sur la partie échec, moi quand même, en bon compétiteur, je préfère les succès, les réussites aux échecs. Et je vais plutôt chercher avec les dents les victoires que les échecs, évidemment. J'en doute pas. Et d'ailleurs, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as brandi des victoires et que tu es arrivé à un poste quand même qui est super intéressant pour les gens qui nous écoutent. J'imagine que ça peut faire rêver de devenir directeur juridique des opérations du groupe Carrefour. C'est quand même pas rien. Est-ce que tu peux justement nous
nous définir ton rôle et tes missions dans ton poste actuel, Tony? Ouais, tout à fait. On en a un peu parlé. Ouais. Je vais te faire une réponse un peu académique, Ouais. mais qui est le reflet de ma mission aujourd'hui. Moi, je considère que je suis à la fois un expert Oui, et un manager. d'accord. Un expert du droit, Oui. tout d'abord, évidemment, et c'est pour ça là. qu'on me paye. Ouais. Donc avec du conseil de l'entreprise et de ses dirigeants, j'aide à la prise de décision, je rédige des notes, des consultations, Ouais. des contrats, j'évalue la faisabilité de dossiers, de projets, je gère des contentieux en attaque, en défense. Et j'assure la liaison avec l'extérieur, D'accord. sur la partie juridique. Ça, c'est mon rôle d'expert. Ok. À côté de ce rôle d'expert, mon rôle de manager, de leader, est plutôt quant à lui de donner un cap à l'équipe, Mhm. de donner du sens. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Après, basiquement, de répartir les tâches entre les différents membres de l'équipe, de superviser le travail, Ouais. et puis de valider les grandes orientations, les grandes options, les actes importants qu'on doit produire dans le cadre de notre activité. D'accord. Alors tout à l'heure en off, avant qu'on commence ce podcast, tu m'as donné le nombre de collaborateurs que tu manages aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous le redire? Une cinquantaine essentiellement des juristes. D'accord. Ouais. Ouais, donc 50 juristes. Sur les Et- différents domaines. Et sur ces 50 juristes, tu as des managers intermédiaires, j'imagine? Ouais. J'ai quatre directeurs avec 4 départements distincts. Je crois que tu les connais quasiment tous. 2 femmes, 2 hommes. Parité parfaite. Parfait. Donc un département juridique franchise. Oui. Un département juridique consommation. Oui. Un département juridique concurrence, qui intègre tout ce qui est marchandises et propriété intellectuelle, Ouais. et un département juridique contrat. Ok, alors tu as dit donc une vraie parité entre les managers, les directeurs de ces pôles. J'imagine quand même que tu as une direction juridique majoritairement féminine. Tout à fait. Je crois. Alors, je veux pas te raconter de bêtises, mais je pense qu'on est à 75% C'est de femmes dans la direction. Mais je pense que ça, c'est à peu près représentatif c'est de ce qu'on peut représentatif. retrouver C'est- dans d'autres directions. C'est assez représentatif du monde juridique. Alors, pour le coup, je parlerai de l'entreprise parce que moi, c'est quand même mes clients, hein, l'entreprise avant tout. Donc, je peux pas me faire l'écho de ce qui existe plus en cabinet d'avocat, mais ce qu'on voit, nous, et ce qu'on note en direction juridique d'entreprise en France, c'est que c'est majoritairement féminin, voire extrêmement majoritairement féminin. Et tu vois, je me dis que finalement, c'était déjà le cas. Moi, j'ai eu mon Master 2 en 2005, donc ça fait quand même quelques temps maintenant. Et je pense qu'on était 4 garçons dans mon Master. Donc déjà, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus une profession, enfin en tout cas la matière juridique intéressait peut-être plus les femmes. Je ne sais pas si pourquoi c'est comme ça. Pourtant, je trouve qu'il y a des vrais parcours. Enfin, il y a des on peut quand même considérer que c'est un monde d'action, le monde juridique. Et je trouve que ça devrait intéresser plus de garçons. Mais en tout cas, c'est ce qu'on constate. Et c'est vrai que dans nos recrutements, souvent, nos clients nous disent si on pouvait mettre un peu plus de parité dans notre direction juridique. Et on leur dit écoutez, on serait ravis, mais la difficulté, c'est que les candidats sont à l'image du marché, en fait. Hein. C'est la parité inversée, en fait, qu'on recherche. C'est ça. Ouais. Dans les candidatures, on a quand même beaucoup plus de femmes. Mais bon, on s'en plaint pas. Les femmes sont compétentes aussi. Mais c'est vrai que quand on est juriste, quand on est un homme et quand on travaille dans une direction juridique, on est quand même majoritairement entouré de femmes. Et donc, c'est difficile d'avoir des directions juridiques à 100% paritaires. Tony, est-ce que tu peux nous parler de ta journée type? Comment elle s'articule? Alors là, je sens que je vais te faire rêver. Non, fais-moi rêver. Blague mise à part, ce sont des journées assez denses, Ouais. assez identiques au final. Je me lève en gros à 6 heures du matin. Je déjeune tous les matins avec mon épouse, ça c'est important. J'arrive au bureau entre 7h30 et 8h. D'accord. Et puis la journée s'enchaîne. La journée D'accord. s'enchaîne. Réunions, rendez-vous extérieurs, différents comités, partage avec mes collaborateurs, gestion de projet, travail sur des dossiers, D'accord. signature de parapheur, enfin Bien sûr. le truc un peu classique.
Donc assez dense, forte intensité, des sujets divers et variés. Tu traites d'un sujet achat le matin, tu fais de la franchise en milieu de matinée, de la propriété intellectuelle, du droit de l'informatique. Enfin, c'est vraiment très très riche et intéressant. Et tu as mis en place une organisation pour timer ton agenda. Avec une espèce de routine où en fait tu es aussi un peu sujet des évolutions de l'entreprise et de ce qui va en faire son quotidien. Non, en fait, tu essaies effectivement d'être un peu maître de ton temps et de ton agenda. Pendant un temps, mais j'arrive plus à le faire, tu vois, je m'astreignais de regarder mes mails, par exemple, en arrivant le matin, ouais, en jetant un coup d'œil en fin de matinée, ouais, et puis en fin d'après-midi. D'accord. L'objectif de ça, c'était de ne pas être esclave justement des mails, ouais, et qu'on te dicte pas ta journée à travers les mails que tu peux recevoir. Objectivement, c'était une belle intention, mais elle est quand même dans le monde dans lequel on vit difficilement tenable. Et c'est vrai que tu peux vite être dérouté dès lors que tu commences à traiter tes mails par rapport à ce que t'avais envisagé. Donc non, il y a rien de type. Mais d'accord, je dirais que c'est ça qui fait aussi le charme et l'intérêt du job. C'est que tu penses savoir ce que tu vas faire le matin, et au final la journée se déroule totalement différemment, ouais, de ce que tu avais envisagé. C'est plutôt sympa. Ouais, je vois bien. Et je suis assez d'accord avec toi. C'est ce qui fait d'ailleurs, je pense qu'on reste longtemps dans des postes, c'est que il n'y a pas de routine véritablement qui s'installe. En tous les cas, chaque journée est assez différente les unes des autres. Il y a des journées super et des journées horribles. Mais en tous les cas, quand on arrive le matin, on se dit bon, aujourd'hui je vais faire ci, je vais faire ça. Puis en fait, la journée s'enchaîne sous différents angles et on fait des choses qu'on n'avait pas du tout prévu de faire initialement. Moi, dans mon métier, c'est assez identique en fait, parce que le matin, quand je viens, je sais à peu près ce que je vais faire. Bon, tu vois, aujourd'hui, on enregistre ce podcast. Bon, ça, c'est un rendez-vous qui est prévu. Je sais que je le fais. Il n'y a pas de problème. On le tient dans l'agenda. Mais dans mon après-midi, tu vois, entre les postes que je vais devoir gérer pour mes clients, les retours que je vais devoir faire à mes candidats, les recherches que je vais devoir mener, j'ai pas en fait d'idée précise de comment ça va se dérouler. Puis moi, je vais être très aussi tributaire de mes clients qui peuvent m'appeler. Bien sûr, ouais. Et moi, je me mets pas sur répondeur, tu vois. Quand je travaille, alors, tu vois, il y en a qui vont me dire, tu pourrais. C'est vrai que je pourrais. Mais comme je suis dans un métier de prestataire de service, j'ai besoin d'être disponible pour mes clients. Et même si je leur dis, OK, je m'en occupe demain, après-demain ou dans 2 jours, le fait qu'ils puissent me joindre ou que je puisse leur répondre, même un SMS, ça va les rassurer. Et donc du coup, des fois, je suis en train de faire un truc, puis finalement, je pars dans un coup de fil, je pars dans un SMS, je pars dans un mail, et puis en fait, je fais plein de trucs à la fois. Mais c'est ce qui fait que le métier est aussi intéressant. Donc je vois bien ce que tu dis. Donc je rentre chez moi vers 20h, 20h30. Ouais, donc c'est des journées bien denses quand même. Et chose qui est très très importante pour moi, j'ai toujours veillé quand c'était possible. Alors mes enfants sont grands maintenant, ouais, ils font des études supérieures, ils sont plus à la maison, mais j'ai toujours veillé quand c'était possible d'être rentré le soir pour pouvoir dîner avec eux, et de passer du temps avec eux, avec mon épouse, parce que c'était le seul moment de la journée où on pouvait échanger. Et je pense que ça c'est aussi un message que je veux faire passer. C'est pas toujours facile, mais ouais, à un moment donné, quand le rythme de tes journées est soutenu et dense, faut vraiment s'imposer des règles et des limites. Bien sûr. Et savoir prendre le recul nécessaire. Sinon, tu peux très vite être happé par la machine, par le système, perdre pied ou à tout le moins perdre vraiment en efficacité. Et donc, moi, je suis un grand travailleur, comme tu le sais, mais oui, j'ai toujours été extrêmement vigilant pour préserver quand même ma vie privée. C'est important. J'imagine que pour toi, c'est un socle, ta vie privée, ton épouse et tes enfants. Alors, tes enfants sont plus à la maison maintenant, mais ça a dû être le cas comme tu nous l'expliques. Et c'est important, je pense, comme tu le dis, de pas perdre pied dans l'engrenage de la machine et de l'entreprise, parce qu'on peut travailler jour et nuit quand on est passionné et qu'on veut traiter
on pourrait. Il y a déjà Évidemment. Les sujets ne s'arrêtent jamais. Donc, tu pars le soir, tu n'as jamais terminé. Mais bien sûr. Et moi, c'est le message aussi que je lance à mes collaborateurs quand on a ce type de discussion, en disant mais voilà, à un moment donné, il faut savoir dire stop et se fixer des limites. Alors après, il y a toujours le contre-exemple, l'urgence que tu peux pas postponer, mais sur la durée, c'est important d'avoir ce que j'appelle moi une certaine hygiène de vie. C'est ça. Également. Tu participes à ton équilibre aussi en préservant ta vie privée et c'est ce qui fait que t'es bon le matin quand tu vas au boulot, c'est que tu te dis bon bah voilà, j'ai passé une belle soirée avec ma femme, avec mes enfants, ou j'ai passé un bon week-end où j'ai essayé de ne pas travailler. Je dis bien essayer parce que parfois même le week-end on peut être tenté de bosser ou de regarder ses mails, etc. Mais du coup quand on entreprend et quand on a un entrepreneur du droit comme toi, j'imagine qu'on tient beaucoup plus sur la durée en ayant ces bases-là, ces fondations-là qui sont solides, aussi parce qu'on s'impose une certaine hygiène de vie. Mais c'est fondamental. Tu sais, moi, souvent, on me dit ou j'entends, moi, j'ai 2 vies, une vie professionnelle, une vie privée. Moi, j'ai pas 2 vies, j'ai une seule vie. Et l'une a une influence sur l'autre et vice-versa. Bien sûr. Donc être bien également dans ta vie privée, ça t'aide à être, à mon avis, performant dans ta vie professionnelle. C'est une conviction assez forte. Je suis assez d'accord avec toi et mon boss me dit souvent la même chose. Lui, il pense pas. Il me dit souvent le vie pro versus vie perso, ça n'existe pas vraiment. On a une vie et il y a des vases communicants entre l'aspect pro et l'aspect perso. Est-ce que tu peux nous dire, Tony, que dois-tu entreprendre au quotidien pour mener à bien tes missions aujourd'hui? Alors ça c'est une question très très intéressante auquel j'ai un peu réfléchi avant de venir. Et il y a un premier point que je veux partager avec toi, qui là aussi me semble assez fondamental, c'est que on ne doit pas oublier que notre raison d'être est justement d'être au service de nos clients. Alors ça peut paraître bizarre parce que moi je travaille dans une entreprise, les clients ne sont pas ceux qui fréquentent nos magasins, ce sont nos clients internes. Moi, je me considère tout d'abord comme un prestataire de services internes qui doit être au service de ses clients internes. Alors, tout en étant intransigeant sur la gouvernance, sur certaines règles non négociables. Mais mon équipe le sait, c'est vraiment mon état d'esprit. Et pour moi, c'est pas négociable. C'est la posture qu'on doit avoir. La mission du juridique, du juriste, peut pas être celle de simplement dire le droit de manière un peu froide, un peu distante, sans explication. Et parfois même avec un petit sentiment de supériorité, considérant que le juriste c'est le sachant et qu'il n'a pas besoin de se justifier. Moi, je connais encore quelques directions juridiques qui sont comme ça, même si c'est de moins en moins le cas. Donc, pour moi, très clairement, on est payé par nos clients internes, on doit être au service de ses clients, on doit comprendre leurs besoins, on doit comprendre leurs contraintes, on doit être pédagogue, être force de proposition et pas simplement des poupées qui disent tout le temps non. Ça, c'est pour moi quelque chose de très très important. D'accord. Ok. Ensuite, on doit être des business partners. Ça, c'est hyper important, des apporteurs de solutions. Ça, je le revendique haut et fort et je m'y emploie depuis des années. Je pense que il est bien loin le temps où on venait voir le juriste quand on n'avait pas le choix pour gérer un contentieux et lequel juriste restait dans son petit bureau très, très austère. Là, on est vraiment partie prenante, partie intégrante de l'équipe. Quand je dis de l'équipe, c'est de l'entreprise au global, intégré en amont des projets avec les autres directions de l'entreprise. Et on est contributeur c'est ça. Et à la réussite du projet. Et pour moi, c'est ça l'intérêt de notre job aujourd'hui. C'est presque comme un chargé d'affaires juridique, finalement. C'est-à-dire que on n'est plus, le juriste n'est plus, comme tu le disais, celui qui est dans son bureau et qu'on vient voir quand il y a un problème sur un contrat. Mais c'est celui qui, dès le départ, va venir contribuer à un projet. Donc, il va travailler en mode projet avec d'autres fonctions. Et finalement, il va vulgariser le droit au maximum pour aller au bout du projet dans les intérêts de l'entreprise et pour faire en sorte que les choses soient
juridiquement, en tous les cas, le plus sûr possible. Moi, j'ai bien aimé ça parce que quand j'étais juriste d'entreprise aussi, je me souviens de mes premières notes, mes premières consultations. J'étais chez Unibail, Rodemco, tu sais, moi. Et j'avais ma directrice juridique de l'époque qui voulait relire les notes que je faisais aux opérationnels et elle me disait non, ça c'est à refaire, ça c'est à refaire, ça c'est à refaire. Vous viendrez me voir quand vous aurez un travail fini. Je me souviens de ça. Je me dis, mais c'est quoi un travail fini? Elle me dit, un travail fini, c'est un mail que tout le monde va lire. Là, votre mail, les gens vont pas le lire. Mais pourquoi? Il est trop long, il est trop juridique. Vous leur citez des articles, tout ça, on s'en fout. Ça va pas les intéresser. Soyez factuels, allez à l'essentiel. Et en fait, ça s'apprend pas. Hein. Je veux dire, ça s'apprend pas à la fac, ça. D'être un business partner. Non. À la fac, t'apprends le droit, quoi. Non. Et quand t'arrives en entreprise, c'est une énorme claque parce qu'au début, on te dit, mais non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais on te dit, mais attends, mais je comprends pas parce que moi, j'ai appris dans le code, j'ai été habitué à citer mes articles de loi dans mes dissertations, dans mes cas pratiques, dans mes commentaires d'arrêt. Et en fait, t'arrives on te dit, non, mais en fait, ça marchera pas du tout comme ça. Donc, il faut vraiment changer ton état d'esprit pour être dans le business, quoi. Non, mais c'est sûr. Donc pour moi, prestataire interne, business partner, il faut être chef d'orchestre. Également, mais ça c'est ton rôle de manager, hein, avoir la bonne équipe, on en a parlé, donner du sens, faire avancer des individualités dans un cadre collectif, c'est hyper important. Et puis être attentif à la formation et au développement de tes collaborateurs. D'accord. Et puis enfin, il y a un dernier point qui est assez clé. Moi, je me considère devoir être le promoteur de la fonction juridique au sein de l'entreprise. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, en tout cas, dans des grosses organisations comme les nôtres, faire sans faire savoir, c'est pas suffisant. Et ça, c'est une conviction forte également. Je considère en effet qu'il est de ma responsabilité, moi, en tant que manager, de mettre en avant vis-à-vis de notre direction générale, mes collaborateurs, nos réalisations, et plus globalement l'apport de la direction juridique pour l'entreprise. Démontrer par exemple qu'une DJ n'est pas simplement un centre de coût, mais peut au contraire être un véritable centre de profit, ça fait partie de mon job. Ça fait partie de mon job. Tu arrives, tu chiffres ça. Je peux dire que, sans rentrer dans le détail, pour des raisons évidentes de confidentialité, moi j'y travaille et j'ai développé des sujets qui te permettent de démontrer que c'est possible. Moi, je suis vraiment convaincu. Je le dis un peu avec passion parce que c'est un sujet et un item qui est très très important pour moi. Je suis convaincu qu'il est essentiel aujourd'hui pour nous directeurs juridiques de promouvoir nos actions et nos contributions. Pour que la fonction juridique soit reconnue à sa juste valeur, à sa juste place au sein de l'organisation. Et quand je parle de juste place, pour moi, c'est rattachement secrétaire général ou directeur général. Et j'en avais parlé de ça dans un article que j'avais écrit là-dessus sur le rôle, le rattachement du directeur juridique. Donc je vois très bien. Et pour moi, fini le temps pas si lointain. Où le directeur juridique était rattaché au directeur administratif et financier. Alors, moi, j'ai rien contre les DAF. Bien sûr. J'ai évidemment rien contre les DAF, mais à titre personnel, c'est totalement rédhibitoire. Pour moi, c'est le signe que l'entreprise n'a pas pris la bonne mesure du travail du juridique, de l'apport et du rôle central que doit avoir le légal, et dans le monde de plus en plus complexe dans lequel on vit. Donc, ce point, il est important, et je pense que les entreprises doivent l'intégrer également pour pouvoir recruter des talents. Parce que ça peut être rédhibitoire. Et puis comme tu dis, le fait de ne pas être attaché à une direction financière, mais justement à la direction générale ou au secrétariat général, en tout cas, ça permet à la direction juridique de conserver son indépendance dans l'entreprise et donc de ne pas être considéré comme un centre de coût, comme tu l'as justement dit, mais vraiment un centre de profit et une direction qui apporte de la valeur à l'entreprise, et quels que soient ses clients internes. Et ça, j'en suis intimement convaincu aussi. Moi, j'ai toujours considéré que les boîtes qui continuaient à rattacher les directeurs juridiques au DAF avaient une vision du juridique de seconde zone, tout simplement. Et que, en donnant pas la pleine mesure du juridique,
tu peux pas recruter des gens qui ont cet état d'esprit en fait, d'indépendance, de promotion justement, promouvoir la direction juridique en interne, la marketer en fait, la faire connaître. Bien sûr. Si elle veut être incontournable, il faut qu'elle soit indépendante, il faut qu'elle soit rattachée au plus proche de la direction générale ou de la présidence, et c'est ce qui fait qu'elle va être influente en fait, qu'elle va pouvoir opérer un travail de qualité. Exactement. Super. Tony, est-ce que tu peux nous dire quel type d'entrepreneur tu es ? C'est pas une question simple. Je pense que je suis un entrepreneur travailleur, oui. Tourné vers l'action. Oui. Ça, c'est, je pense, l'une de mes caractéristiques. Je suis positif. Moi, j'aime bien voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je pense que ça m'aide également dans ma pratique régulière. Et puis, j'espère que ça se sent, mais je suis engagé et passionné, par ce que je fais. Je te confirme, ça se sent. Et je peux te dire que tous les matins, je suis content d'aller au travail. Alors, ça fait souvent rire mes enfants quand je dis ça, mais c'est vrai. Donc, quand je me lève, je suis impatient d'attaquer ma journée et d'en découdre. Et d'ailleurs, quand je pense que ça sera plus le cas, franchement, je ferai autre chose. Franchement, je ferai autre chose. Je vois ce que tu veux dire. C'est l'essence en fait qui nourrit ton moteur. C'est-à-dire que sans cette motivation, sans cette passion, tu donnerais pas le meilleur de toi-même et puis tu prendrais pas toutes ces actions, tous ces risques, toutes ces actions qui font que tu entreprends au quotidien. Donc, en tout cas, on sent vraiment au travers de ton discours la passion et j'espère que nos auditeurs le ressentiront aussi, que ça leur donnera des idées pour savoir quelle voie suivre s'ils veulent devenir un jour un directeur juridique. Mais on passe tellement de temps dans l'entreprise que de manière générale, moi, c'est également ce que je dis à mes enfants. Peu importe le travail que vous allez choisir, faites quelque chose que vous aimez, mais on passe 8, 10, 12 heures à travailler, on passe beaucoup plus de temps avec ses collègues, son patron et ses collaborateurs qu'avec sa propre famille. Il faut que ça soit passionnant. Alors j'ai conscience que le discours est un peu facile et que tout le monde a pas le choix, mais en tout cas quand tu as le choix, il faut vivre les choses intensément et passionnément. C'est sûr. Et pour compléter ma réponse sur quel type d'entrepreneur du droit je suis, je pense être objectivement quelqu'un qui a bien conscience que seul il est rien. Ça c'est important pour moi. La valeur homme-femme est important et que le principal actif d'une entreprise, c'est Serge Papin qui disait ça. Ce sont ces hommes et ces femmes. Et ça, j'y crois de plus en plus. Plus j'avance dans ma carrière, plus je suis convaincu par ça. J'aime beaucoup ça, je suis assez d'accord avec toi. Souvent on essaie de valoriser les entreprises avec leurs clients ou leurs outils, leur CRM, leur savoir-faire, mais souvent derrière tout ça c'est des hommes en fait. Bien sûr. Même si les hommes passent et on peut te dire personne n'est irremplaçable. Moi je crois beaucoup, mais peut-être parce que comme toi on est dans des prestations de services de conseil intellectuel en fait, et finalement l'intuitu personnel est assez fort. Les compétences des uns et des autres sont assez fortes et finalement c'est quand même la valeur des hommes et des femmes qui fait la valeur de l'entreprise. Moi je suis assez d'accord avec ça et sinon ça donnerait un côté trop automatisé et même si on a besoin des outils, aujourd'hui c'est bien d'avoir des outils, toi tu en as, nous on en a, tout le monde a des outils performants dans l'entreprise pour être meilleur, mais les outils remplacent pas les hommes, en tout cas j'espère pas dans les métiers dans lesquels nous on travaille, sinon ça serait grave. Ok. Donc merci pour ces réponses sur le type d'entrepreneur que tu es. Moi j'aime bien poser cette question. Alors c'est marrant parce que souvent les gens qui y répondent ne sont pas forcément à l'aise avec ça parce qu'on est dans le droit. Et moi je trouve que dans l'entrepreneuriat il y a cette notion de prise de risque. Et la plupart des invités que j'ai audités aujourd'hui, que j'ai auditionnés, m'ont dit tu sais moi je fais du droit donc je prends pas beaucoup de risques. Il n'y a pas beaucoup de risques quand on est un entrepreneur du droit. Alors du coup, je te pose cette question, est-ce que toi tu prends des risques dans ta vie d'entrepreneur et comment tu passes à l'action ? Mais moi je suis complètement désinhibé par rapport à cette question et je pense au contraire qu'on fait un métier de conseil, d'interprétation des lois, des règlements, des textes en général, mais également des situations et que par essence, un juriste il prend des risques.
Enfin, en tout cas, je parle d'un bon juriste. Ouais, ça te semble évident. Il prend des risques parce que c'est son job. Ouais. Ça me paraît être une partie intégrante au job. D'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'on est assez alignés sur le sujet. C'est pas un problème de prendre des risques. Non, c'est plutôt vertueux, à la condition que ça soit évalué, expliqué, maîtrisé et assumé. Mais prendre des risques en tant que tel, c'est plutôt pour moi positif. C'est un peu le corollaire du passage à l'action. C'est-à-dire que quand tu passes à l'action, tu fais des choix et dans ces choix, il y a des prises de risques. Sinon, tu passes jamais à l'action et tu prends pas de risques en fait. Tu restes un petit peu derrière tes écrans et effectivement, moi je trouve que quand tu décides d'entreprendre, c'est le passage à l'action et le passage à l'action forcément amène une prise de risque à un moment donné. Alors, il faut l'évaluer, mais il faut en prendre une, quoi. Mais un juriste qui interprète un texte, il prend un risque. Oui. Un juriste qui va lancer un contentieux, il prend un risque. Qui va défendre une position, il prend un risque. Un juriste qui va négocier un contrat, il prend des risques en avançant des stratégies de négo qui peuvent s'avérer catastrophiques. Donc, ouais, ça me paraît même être inhérent un peu à notre job. Et donc toi, du coup, ce que tu me disais, donc tu prends des risques en faisant tout ça, en fait. Toi, tout ce que tu entreprends, finalement, implique une certaine part de prise de risque. Alors, des risques évidemment mesurés, maîtrisés, comme je l'ai dit, mais je pense que oui, c'est un peu inhérent à notre fonction. D'accord, merci. Tony, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais pour progresser dans ton métier ? Alors, j'essaie de pas m'endormir sur mes lauriers. Ça, c'est une véritable hantise. Souvent, je me dis, il faut que je sois force de proposition. Qu'est-ce que je peux mettre en place de nouveau ? Quelle idée je peux amener ? Et pour moi, alors c'est pas simple. Hein. C'est pas si simple que ça dans un métier normé comme le nôtre. Mais il y a encore des espaces où on peut s'amuser. Et je pense que la clé pour rester dans cet état d'esprit, c'est comme dans beaucoup de métiers, c'est de rester ouvert et curieux. Un juriste, par exemple, qui, ça c'est assez basique, mais qui met pas à jour ses connaissances, par exemple, à terme, c'est un juriste qui est mort. Faut s'informer, se former en permanence. Et moi, j'essaie de me réserver pendant la semaine ou le week-end un peu de temps de lecture pour suivre l'évolution de la jurisprudence, de la doctrine globalement, mais pas seulement. Les tendances, les évolutions sociétales et les évolutions de notre secteur d'activité, parce que tout est dans tout. Et effectivement, l'évolution dans le secteur va potentiellement avoir un impact sur ma pratique du droit. D'accord. Et j'ai en outre vraiment la conviction que la fonction juridique ne sera pas épargnée par tous les changements technologiques et sociétaux qu'on est en train de vivre. D'accord. Ça, c'est une conviction forte également. Je trouve que les choses vont très très vite. On l'a vu, les directions juridiques se digitalisent à une vitesse folle et le confinement a accéléré vraiment la tendance. Ça c'est assez dingue. J'en profite justement. Comment vous avez géré, vous, chez Carrefour, le confinement avec les équipes juridiques ? Alors, je dirais qu'on avait déjà une chance par rapport à d'autres organisations, c'est que 100% de l'équipe était déjà une journée en télétravail. D'accord. Donc ça c'est important parce que moi, pour en avoir discuté avec d'autres collègues, d'autres entreprises ou des avocats, on n'a pas eu la problématique à gérer de avoir des téléphones, des connexions à distance, des ordinateurs. L'organisation était loin d'être optimum, mais il y avait déjà un terreau qui nous permettait de travailler à distance. Donc du coup, on a pu tout de suite. Enfin, il y a pas eu d'interruption et de rupture de charge pendant le premier confinement. Alors on a adapté un certain nombre de choses. Et la chose la plus marquante qui nous a fait gagner 6 mois, 1 an, c'est qu'on a mis en place la signature électronique. C'était en projet.
D'accord. C'était en projet, mais on s'était laissé, je crois, le deuxième semestre 2020 pour la mettre en place. D'accord. On a vraiment accéléré parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. Et on s'aperçoit que ça s'est super bien passé. Mais alors, du coup, et on s'en passerait plus. La signature électronique, tu en parles, c'est pour les clients de Carrefour? C'est-à-dire que sur vos contrats, vous avez la signature électronique ou c'est à quel niveau? Alors, pour la direction juridique, on a principalement 2 types d'actes. Oui. Tout ce qui est pouvoir, tu sais qu'en fonction de seuil d'engagement, pour acheter un magasin, pour vendre un magasin, céder une participation, il y a un certain nombre de personnes en fonction des montants qui ont des pouvoirs. Oui. Donc jusqu'à maintenant, on était sur des parapheurs qu'on signait. Donc tout ça, maintenant, se gère très très facilement sur les téléphones. Enfin, on a gagné un temps fou. Ouais. Et puis après, je dirais que la signature classique d'un contrat avec un tiers, que ça soit un prestataire ou un fournisseur qu'on gère de manière électronique maintenant et qui nous fait gagner un temps fou. Et je peux te dire que on a mis très très peu de temps. Les outils sont assez performants, moi, je trouve. On a mis très très peu de temps pour s'approprier les systèmes et pour rien au monde on reviendra en arrière. Ok. Il y a un élément qui me semble important à observer, c'est, tu disais, l'outil va pas remplacer l'homme. Moi, je suis quand même assez attentif sur l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas dans notre métier, et qui à court terme va considérablement changer notre métier et notre façon de travailler. Je pense que ça va, c'est pas dans 10 ans, c'est demain. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et ça va changer les profils, à mon avis, des juristes qu'on va chercher. Je suis assez d'accord avec toi et en même temps, moi, j'y mettrais un garde-fou. C'est qu'effectivement, je pense que l'intelligence artificielle, tu as parlé de signature électronique, par exemple, c'est super. Il y a plein de choses que la blockchain amène comme nouveauté, comme innovation dans le monde juridique et d'ailleurs, c'est super intéressant. Mais je pense que du coup, ça recentre la valeur ajoutée du juriste sur autre chose. Exactement. Sur le conseil. Exactement. Et le conseil, l'intelligence artificielle ne peut pas te la créer. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle te fait gagner du temps sur les outils, sur les process, sur les modes de signature, sur l'authentification des actes, sur la chaîne de droit et de valeur, etc. Par contre, sur l'interprétation d'un texte ou d'un conseil juridique, tu auras toujours besoin de discuter avec un professionnel du droit, tu vois. Et je pense que du coup, ça va recentrer aussi les juristes sur l'essence même de leur métier, le conseil. Enfin, c'est ma conviction. Non, mais je partage avec toi. Alors, je pense que sur certaines prises de décision assez basiques, l'intelligence artificielle va avancer très très fort. Je partage complètement ton sentiment. Ça va déporter le travail du juriste sur un travail à plus grande valeur ajoutée. Oui. Ça veut dire que les profils seront potentiellement également pour certains un peu différents au moment du recrutement. Ah ben on est d'accord. Et on est d'accord. Et c'est en ça que je dis que des changements assez significatifs vont s'opérer dans les années à venir. Bien sûr. Ok, merci Tony pour tout ça. Finalement, qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur ? Ce qui me motive le plus, c'est l'action. Ouais. Je pense que tu l'auras compris. Oui. L'adrénaline qu'elle procure, ça c'est vraiment, c'est vraiment un moteur. C'est la nouveauté, c'est le succès. Quand on entreprend un truc et que ça fonctionne plutôt bien, et les nombreuses interactions sociales que je peux avoir dans mon job, je pense que c'est résumé à peu près ce qui me motive le plus. Alors je sais pas si c'est dans ma vie d'entrepreneur, mais en tout cas dans ma vie professionnelle. Dans ta vie, mais comme tu participes à un podcast qui s'appelle l'entrepreneur du droit et que tu entreprends quand même énormément dans le cadre de tes fonctions, c'est normal que je te pose cette question, mais ça me fait plaisir que tu me répondes l'action, parce que de toute façon, si on m'avait demandé, j'aurais dit l'action te concernant, parce que ça se ressent énormément. Et tu vois, on sent que tu es quand même dans une organisation, et je recite le groupe, c'est un Carrefour quand même. C'est pas un leader mondial pour rien, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être au niveau où vous êtes, et en plus, Dieu sait que le commerce a pris cher ces derniers temps,
sous toutes ses formes. Il faut se remettre en question de façon permanente. Et je pense qu'un groupe comme le vôtre, c'est un groupe où les gens se remettent en question de façon permanente, et en se remettant en question, ils passent à l'action, tout simplement. Parce que sinon, tu restes assis, et puis tu fais ce que tu as toujours fait, et puis tu meurs, quoi. Donc, Moi, quand je suis arrivé chez Carrefour en 2005, c'est le point saillant qui m'a surpris, mais dans le bon sens. Ouais. L'engagement des collaborateurs, le sentiment d'appartenance, la capacité à mobiliser en un quart de seconde sur un projet des gens qui et puis un niveau qui est un très très bon niveau, moi je trouve globalement dans toutes les directions de l'entreprise, franchement. Pour avoir recruté quelques juristes avec toi, je ne vais pas le nier, parce que je pense que c'est plutôt des gens de qualité. Alors je parlais pas nécessairement que des juristes, évidemment, je me permettrais pas, mais je parlais globalement. Oui, des gens de qualité. Des différentes directions de l'entreprise. Tony, est-ce qu'il y a une personne qui t'a aidé dans ton parcours et que tu aimerais mettre en avant et remercier aujourd'hui ? J'ai rencontré vraiment, et c'est pas du tout une posture, vraiment beaucoup de gens merveilleux dans mon parcours, et je pense que là aussi c'est ma deuxième facette. Je pense que tu as compris que la valeur humaine est quelque chose également d'important pour moi. Donc j'ai rencontré vraiment des gens fabuleux qui m'ont nourri, qui m'ont appris plein de choses. Mais il y a effectivement une rencontre qui a été plus importante que les autres. C'est celle à la fin des années 90 avec Roger Thune, qui était à l'époque le secrétaire général de Système U. D'accord. Donc qui m'a recruté tout d'abord comme jeune juriste, et qui m'a donné des responsabilités importantes très, très rapidement. Qui m'a donné les moyens et les clés pour me former et me développer. Ça c'est important également. C'est lui par exemple qui m'a enseigné, je sais pas si tu connais, la théorie des alliés, par exemple. Non, je connais pas. C'est la théorie qui consiste à dire que on tire plus de bénéfices à jouer au Go en entreprise, au jeu de Go, qu'à être un joueur d'échecs. D'accord. C'est quelque chose qui était un peu abstrait pour moi, où très vite j'en ai fait ma thèse, et c'est une vraie conviction depuis des années. Tu peux progresser en entreprise sans avoir, comme c'est le cas aux échecs, avoir à tuer entre guillemets, c'est imagé, mais ton environnement. Tu te nourris des apports de l'autre. Tu grandis avec les autres. Ouais, je vois, c'est un jeu collectif, quoi. Et puis c'est lui qui enfin m'a poussé dans mes retranchements, pour que je prenne des risques, pour que je prenne des initiatives, et qui m'a fait confiance en me confiant à 28 ans les rênes de la direction juridique de Système U national. Il a pris un risque à l'époque. C'était courageux de sa part, parce qu'il aurait pu prendre quelqu'un de confirmé, d'une quinzaine d'années, directeur juridique dans une autre boîte, et il a fait le pari. Il a fait le pari de me faire confiance. Alors ça te donne une grosse responsabilité, et objectivement, il m'a vraiment bien armé pour la suite, et je lui dois beaucoup. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis, et je pense effectivement, on ressent quand tu en parles que en te donnant ces responsabilités-là assez jeune, il t'a tout de suite mis dans un bain d'adrénaline, d'action, de responsabilité. Exactement. Et en fait, c'est ce qui fait que tu es devenu aussi celui que tu es aujourd'hui, parce qu'en fait, ça fait des années que tu as été habitué à travailler comme ça. C'est pas comme si tu avais été dans l'ombre pendant très longtemps, puis qu'un jour on t'a mis en lumière. C'est-à-dire que tu as été assez rapidement mis en lumière, en fait. Et ça t'a permis de grandir peut-être plus rapidement que d'autres. Alors sans jeter la pierre aux autres, c'est juste que tu as eu cette chance, tu as eu cette opportunité, et ça t'a permis de progresser, de toujours progresser dans ta carrière de directeur juridique, et d'arriver là où tu es aujourd'hui. Moi, je trouve ça génial, et en fait, ça se ressent beaucoup en fait dans tout ce que tu laisses transparaître dans ton discours. C'est que ça fait un moment que tu es dans ces actions-là et dans ces responsabilités-là. Et voilà, tu débarques pas d'hier sur ce sujet, et on sent que tu as pris des risques assez tôt, et donc si cette personne t'a aidé, c'est super, et félicitations à lui. C'est une personne avec qui tu es toujours en contact ? Ouais, je suis toujours en contact. On s'appelle une fois, deux fois par an. D'accord. Ouais. Bon, c'est sympa.
Question qui n'a rien à voir, mais qui peut peut-être aussi intéresser nos auditeurs. Est-ce qu'il y a une œuvre, que ce soit un film, un livre, ou quoi que ce soit d'autre, qui t'a marqué, en fait, parce que ça a pu te faire évoluer professionnellement ou personnellement d'ailleurs? Ouais. Quand j'ai préparé ce podcast, j'avais 2-3 idées, et en fait, il y a vraiment un film qui ressort et que j'adore. Je ne sais pas si tu le connais. C'est 12 hommes en colère. Je l'ai jamais vu. Alors là, je te conseille vraiment de le voir à plusieurs titres. C'est un film de Sidney Lumet avec Henri Fonda qui est un véritable chef-d'œuvre. D'accord. Cinématographique tout d'abord, et puis qui est complètement, dont le message est complètement transposable au monde de l'entreprise. D'accord. On est dans le milieu juridique, on est aux États-Unis où 12 hommes forment un jury populaire pour juger un criminel accusé de parricide. D'accord. Et en fait, en gros, s'il est déclaré coupable, c'est la chaise électrique, et s'il est déclaré innocent, il sera libre. D'accord. Et dans un premier temps, le film commence comme ça, la culpabilité est votée à 11 voix sur 12. Et puis à force de conviction, il y a un juré, le juré numéro 8, je crois, qui est incarné par Henri Fonda, qui arrive à renverser la tendance. D'accord. Et au final, je ne vais pas te spoiler, mais tu l'as compris. Ça va avoir un impact. L'accusé sera au final acquitté à l'unanimité. J'aime bien ce film. D'accord. Ah oui, à l'unanimité. Donc c'est-à-dire qu'il a réussi à faire changer d'avis les 11 autres. À l'unanimité. C'est formidable. Puisque de toute façon, c'était la condition pour pencher dans un sens comme dans un autre. Et j'aime bien ce film parce que, en fait, elle raconte l'histoire d'un homme qui est isolé au départ et puis qui va défendre une cause perdue, a priori, en développant une vraie stratégie pour remporter l'adhésion du groupe avec des postures d'écoute et d'humilité. Ouais. Et puis, dans d'autres circonstances, en adaptant justement son discours avec chacun de ses interlocuteurs en fonction de leur profil, faire des sceptiques des alliés, tu vois, c'est complètement transposable à l'entreprise. Bien tout sûr. Ça, convaincre les hésitants, qui sont plutôt de bonne foi mais qui savent pas. Et puis marginaliser en revanche les extrémistes et les plus virulents. Okay. Donc je trouve ce film, moi je suis un passionné de cinéma, mais je trouve ce film très très intéressant parce que c'est quasiment une leçon de management et leadership également. Je te conseille de le voir. Ah bah écoute, je vais Il doit être disponible sur toutes les bonnes plateformes. Je vais aller regarder ça parce que ça a l'air hyper intéressant. Merci beaucoup. Si tu n'avais pas décidé de devenir un entrepreneur du droit, est-ce que tu serais devenu entrepreneur dans un autre domaine? Alors, c'est une question que je me pose souvent, savoir ce que j'aurais fait si j'avais pas fait du droit. Je pense que j'aurais été entrepreneur. Ouais. Franchement, je pense que j'aurais fait quelque chose dans le commerce, dans l'achat-vente. Oui. Moi, j'adore négocier. Oui, ça se sent. Négocier un contrat, enfin, c'est négocier une position, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup parce que c'est une science beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer et qui nécessite une préparation qui est très 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 importante. Donc voilà, j'ai pas d'idée précise, mais je pense que j'aurais fait un truc dans le commerce. Ça c'est sûr. T'aurais été un excellent commercial, j'en doute pas. Surtout si tu aimes la négo. On va arriver bientôt à la fin de ce podcast, Tony. Moi, je voulais te poser une dernière question. Quel conseil tu donnerais à un jeune juriste aujourd'hui qui rêve d'occuper un poste de directeur juridique et d'entrepreneur du droit? Je lui dirais que tout est possible si on s'en donne les moyens. Ça me paraît assez clair. Je lui dirais qu'il va devoir beaucoup travailler. Oui. On se le disait tout à l'heure. Il y a pas de miracle, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire de temps en temps. Enfin, je veux dire, le travail, c'est la base de tout. Oui. Parfois, c'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est la base. Qu'il devra être engagé, ça aussi, on en a parlé. Je lui conseille d'être plutôt passionné, et puis surtout d'avoir la bonne posture.
Et là, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait sur les recrutements. Moi, je dis souvent que l'enthousiasme et le travail compensent beaucoup de défauts. Ouais. Et c'est vrai, ouais. C'est vrai. Alors, je sais pas si tu es venu dans mon bureau ces dernières années. Je suis pas sûr, mais non. On s'était vu, on avait été déjeuner au restaurant la dernière fois qu'on s'était vu à Massy, mais non, j'étais pas venu dans ton bureau. Eh ben, quand tu viendras, tu verras. J'ai dans mon bureau devant moi une citation, un cadre avec une citation de Gandhi, qui résume complètement ce auquel je crois profondément. D'accord. Et qui dit que vous avez beau avoir toutes les aptitudes, si vous n'avez pas l'attitude, vous ne réussirez jamais. Et pour moi, pas mal. Tout est dit, et c'est transposable évidemment à n'importe quel secteur d'activité, mais pour un juriste, c'est complètement transposable. Bien sûr. Tu peux être le meilleur des techniciens du droit, si t'es pas pédagogue, si tu sais pas communiquer, tu seras jamais un bon juriste. Oui, exactement. Et tu vois, tu évoquais mes entretiens de recrutement, que je fais évidemment régulièrement. Ben, je vais plutôt chercher ça. Oui. Je vais chercher la balance entre les deux. Oui. Je l'ai assez vite compris. Mais c'est marrant parce que tout le monde n'a pas la même lecture de ses attentes d'un candidat. Et j'ai compris avec toi, je l'ai compris avec le premier recrutement qu'on a fait ensemble. Parce qu'objectivement parlant, et je ne citerai pas la personne de toute façon, mais c'était un candidat qui je pense, n'était pas le meilleur technicien de la place sur cette matière, mais qui avait cette sincérité. Et tu lui as fait confiance. Et j'ai compris à ce moment-là que tu étais un homme avant tout attaché, un recruteur, un manager, avant tout attaché aux valeurs humaines et à la sincérité. Moi, c'est ce que je pense que toi, si tu as quelqu'un en face de toi qui n'est pas sincère, tu n'y vas pas, même si c'est un excellent juriste. Alors attention, qu'on se méprenne pas. Je cherche de très bons juristes, techniciens, mais bien sûr. Mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi. Et je pense que l'expertise, elle peut vraiment se développer. Elle peut s'acquérir à travers des formations. Le savoir-être aussi, mais c'est un petit peu plus compliqué. Exactement. Quand même. C'est-à-dire que tu feras plus facilement confiance à quelqu'un qui est perfectible sur le plan juridique, mais qui humainement te donne des gages de confiance et de qualité que l'inverse, finalement. Exactement. Exactement. Bon, écoute, merci beaucoup, Tony. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a plu. C'était un vrai plaisir. Moi aussi, j'étais ravi. Exercice intéressant, pas simple, mais écoute, je me suis livré en toute transparence. En toute sincérité. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de vous partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal.